déconnectes pendant que tu continues de parler. Ok. D'accord. Bien. Je suis Voilà. vraiment désolée de ne pas pouvoir rester plus, mais si tu enregistres et que tu le partages, Ouais, j'écouterai ouais, ouais. vraiment avec grand intérêt. Ok, c'est super. Donc, on va continuer avec Krishnamurti et l'art de l'écoute consciente. Un texte, toujours sur le site Krishnamurti, se défaire des écrans. Donc ça, c'est vraiment l'art de l'écoute. Après, on va voir comment on parle de ça dans l'Inde ancienne, toujours dans les textes du Tantra indien. Comment écoutez-vous? Est-ce avec vos propres projections, à travers vos ambitions, vos désirs, vos peurs, vos angoisses? Est-ce en entendant que ce que vous voulez bien entendre, ce qui vous satisfait, vous agrée, vous rassure, allège momentanément vos souffrances? Si vous écoutez à travers l'écran de vos désirs, alors de toute évidence, c'est votre propre voix que vous écoutez. Vous écoutez vos propres désirs. N'y a-t-il pas une autre manière d'écouter? N'est-il pas important de découvrir comment écouter non seulement ce qui se dit ici en ce moment même, mais toute chose? Les bruits de la rue, le babillage des oiseaux, le bruit du tram, le fracas des vagues, la voix de votre époux, de votre femme, de vos amis, du bébé qui pleure. Écouter n'a d'importance que si ce n'est pas à travers la projection de ses propres désirs que l'on écoute. Nous est-il possible d'écarter tous ces écrans à travers lesquels nous écoutons et d'écouter vraiment? Donc ça rejoint le texte de tout à l'heure. Vraiment, il apprenait à écouter sans aucune projection. Dans d'autres textes, là, que j'ai pas eu le temps de retrouver, il dit aussi d'écouter le silence après que la personne ait parlé. Mm. Et ça, cet exercice, il est très fort. Quand on écoute le silence après que la personne ait parlé, là aussi, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, qui dénoue beaucoup de choses. Et inconsciemment, on se retrouve à entendre des choses et, et à parler de façon complètement nouvelle. Abdou, admettre, voilà. Hop. Vous voyez le texte là? Non? La suprême Shakti? Là, Non? c'est le même. C'est le même, hein? Mm. Ok, d'accord. C'est Ouais, de faire des écrans. Hop, ok, ouais. alors je vais faire nouveau partage. Donc ça, c'est un texte d'un ancien tantra. Alors le terme, vous voyez là, ouais? Ah, là, c'est bon. Mm. Ok. Alors ça, c'est un texte tiré du Vijnana Bhairava Tantra. C'est un dialogue amoureux et initiatique entre Shiva, le dieu de la dissolution, de la sagesse, ça veut dire le bienveillant Shiva, et sa Shakti, son énergie qui s'appelle Parvati. Parvati, ça veut dire la femme de la montagne, la fille de la montagne. Et elle lui demande de lui révéler tous les secrets de l'éveil. Et donc, c'est une série de 160 techniques qu'on a dans ce texte qui date du Moyen Âge, mais qui sans doute est beaucoup, beaucoup plus ancien. Il a été écrit au Moyen Âge, mais il remonte à bien avant, c'était des traditions orales. Et donc, alors, je passe le point 24, hein, qui parle de se manifester sur l'inspiration et sur l'expiration, hein, et c'est très important d'être conscient au moment où le souffle commence et le souffle se termine, et de rester sans respirer après pour écouter le silence. Et ça aussi, ça nous reprogramme et ça nous régénère complètement. Mais donc, voilà, des outils extraordinaires, hein, quand on apprend l'art de l'écoute et qui peuvent vraiment faire progresser au niveau du bégaiement, c'est c'est les versets 38, 39, 40, 41. Donc, entre dans le centre du son spontané qui vibre de lui-même comme dans le son continu d'une cascade, ou, mettant les doigts dans les oreilles, entend le son des sons et atteint Brahman, l'immensité. Bon, ça, c'est une technique un peu parallèle, mais c'est pas celle-là. Voilà. Après, il y a une technique avec le Om, hein. Om, c'est le son qui résume l'univers. Au Bhairavi chante Om, le mantra de l'union amoureuse de Shiva et Shakti, avec présence et lenteur. Entre dans le son. Donc voilà, c'est vraiment, quand on prononce, rentrer profondément dans le son, dans la dimension du son, comme un musicien qui rentre dans sa musique. Et lorsqu'il s'éteint, au revoir Loni, et merci. Et lorsqu'il s'éteint, glisse dans la liberté d'être. Donc là aussi, c'est apprendre à écouter la voix qui s'arrête, comme une vague qui arrive à un rivage,
et ensuite écouter le silence. Et là, on sent un espace qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Le verset suivant, concentre-toi sur l'émergence ou la disparition d'un son, puis accède à la plénitude ineffable du vide. Là aussi, quand on fait cet exercice d'écouter, hein, on, on assiste à la naissance d'un son, son développement, on le suit jusqu'au bout et on l'entend se dissoudre. Et après, quand il n'y a plus de bruit, là aussi, on sent un état intérieur très agréable qui va libérer la parole si on le pratique suffisamment. Et 41, en étant totalement présent au chant, à la musique, entre dans la spatialité avec chaque son qui émerge et se dissout en elle. Voilà, là aussi, quand on écoute de la musique, hein. Et alors moi, je vais souvent écouter de la musique live, de la musique celtique en particulier. Et hier soir, justement, il y avait une session et c'était assez extraordinaire, quoi. J'écoutais les musiciens comme ça et à un instant, j'ai vraiment senti tous ces instruments qui, comme s'ils étaient à l'intérieur de moi, avec un espace de liberté intérieure. Voilà. Et ça provoque un état de paix, de calme, et la parole va sortir beaucoup plus facilement à partir de cet état-là. Voilà. Alors, je vais reprendre maintenant un peu des points euh, importants, hein. Euh, Tout d'abord, par rapport au mythe grec, c'est intéressant parce que chez les Grecs, on parlait du logos, de la parole. Et lorsque on allait contre l'ordre du monde, contre le cosmos, on provoquait le chaos. Et ce chaos, on le ramenait par le procédé du théâtre et par le fait de faire entendre une parole véritable. Et ce qui se passe quand on apprend vraiment à écouter, c'est que il y a un état d'ordre qui se met à l'intérieur de nous. Les choses se remettent en ordre parce que nous ne sommes plus euh, agités par nos pensées, par nos souvenirs. Et là, peu à peu, les choses, c'est comme s'il y avait une architecture qui revenait à l'intérieur de nous. Une architecture assez extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort, hein, que je vous engage à pratiquer, hein. Voilà. Et parce que quand on est bègue, moi je me rappelle, hein, que quand j'avais des gros problèmes de bégaiement à partir de 12 ans principalement, hein, mais on est vraiment dans le chaos. Et c'est comme si notre esprit, notre parole était brisé en morceaux et qu'il fallait reconstituer cet ordre à l'intérieur de nous. Et en apprenant à écouter, eh bien, on va se rendre compte que l'ordre, il se remet tout seul et que ça fait le ménage par rapport à ces peurs qu'on peut avoir. Et c'est comme si une architecture remontait à l'intérieur de nous. On va un petit peu parler d'Alfred Tomatis, ce psychologue que j'évoquais tout à l'heure avec Loni. Est-ce que certains connaissent Alfred Tomatis? Ça vous dit quelque chose, non? Oui, on en parlait, enfin, dans la l'APB, ils en parlaient un petit peu au début, il y a quelque temps. Alors, plus trop ce qui était dit sur Tomatis, mais c'était pas lui Ouais. qui travaillait avec les pendules ou un truc comme ça. C'est pas lui qui avait Alors, les pendules, qui avait, enfin, c'est pas, moi, ça me rappelle un souvenir, parce que, bon, tu sais que moi, j'ai lâché pendant d'accord. pratiquement 20 ans tout ce qui était Ouais. réflexion autour du bégaiement, donc, bon, c'est un souvenir que je sais pas. Alors, en fait, ça, j'ai pas entendu. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler par ma belle-mère, euh, parce qu'elle le lisait beaucoup. Elle était institutrice et elle le lisait beaucoup. Alors, voilà, Alfred Tomatis, c'est lui, hein. Et vous voyez, il avait un slogan, entre guillemets, hein, euh, la voix ne contient ce que l'oreille entend, que ce que l'oreille entend. C'est-à-dire que ça, il s'en est vraiment rendu compte. Et par exemple, là, c'est une méthode pour apprendre l'anglais beaucoup plus facilement. Et par l'art de l'écoute, il s'est rendu compte, comme d'autres, hein, qu'on apprenait beaucoup plus facilement parce qu'on retenait mieux et qu'on créait de l'ordre à l'intérieur de nous et qu'on développait la mémoire. Et alors, Tomatis, il a aussi, voilà, donc, alors, dans sa méthode, hop, je vais reprendre euh,
La première, en fait, il insiste vraiment sur trois choses fondamentales. Tomatis, hop, ça doit être là, voilà. Voilà, hop, zoom, c'est là. Euh, Nouveau partage. Oulala, j'ai toujours du mal avec ça, là. Vous êtes où, là? Voilà, vous êtes là. Hop, nouveau partage. Alors, bon, voilà, bon, c'est celui-là, en gros. Premièrement, euh, la voix ne répète que ce qu'elle entend. La voix n'utilise que ce qu'elle entend. D'où l'importance fondamentale d'apprendre à écouter. Et si l'on modifie l'audition, la voix est immédiatement et inconsciemment modifiée. Ça, c'est vraiment important. Je donnais des cours d'italien vers 2005 à une professeure de musique et chanteuse dans des chœurs retraitée qui avait beaucoup bossé avec toutes sortes de pédagogues. Elle était pianiste, elle était très très gentille, cette dame. Et elle m'expliquait qu'à un certain moment, ils avaient pratiqué avec une personne, un maître de chant, qui pendant une demi-heure leur faisait écouter le silence. Pendant une demi-heure, ils écoutaient le silence. Et au moment où les chanteurs se mettaient à chanter, la voix était vraiment meilleure. Voilà. Et donc ça, c'est ce que dit Tomatis dans sa troisième loi. Il est possible de transformer durablement la phonation, la parole donc, par une stimulation auditive entretenue pendant un certain temps. Loi de rémanence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut passer des caps, c'est un peu comme quand on fait la musculation, hein, ou qu'on étudie, qu'on fait travailler la mémoire. À ce moment, on va franchir des caps par des efforts un petit peu soutenus. Voilà, parce qu'il faut le temps que ça se dépose en fin de compte, hein. Rémanence, ça veut dire des choses qui restent à l'intérieur de nous. Euh, et Alfred Tomatis a vraiment eu de très très bons résultats, en particulier avec des autistes, en leur faisant écouter du Mozart sous l'eau et en leur faisant écouter parfois le son de leur mère sous l'eau. Pourquoi sous l'eau? Parce que c'était la façon la plus proche de se retrouver dans une position fétale, hein, enfin dans une situation fétale. Donc, et alors malheureusement, Tomatis, il a été poussé dehors par toute cette immense vague des neurosciences, du transhumanisme, tout ce qui veut finalement évacuer la psychologie en traitant ça de démarche sectaire, hein, pour finalement derrière faire des marchés et pour enlever à la population la possibilité de s'auto-guérir, hein. C'est-à-dire, moi, je vois arriver le moment où une personne qui se sera auto-guérie quelque part, parce qu'elle ne sera pas passée par une médecine homologuée et qui rapporte de l'argent, quelque part, elle risque d'être persécutée, quoi. On en est à peu près à ça aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les lobbies pharmaceutiques par rapport aux remèdes de grammaire ou par rapport à des médicaments qui sont interdits. Bon. Et la psychologie, c'est pareil. On cherche totalement à évacuer Freud, Jung, les travaux sur l'autisme qui ont eu de très bons résultats, enfin, certains bons résultats comme la technique de l'enveloppement. Et ça, il faut faire très très attention à ça. Voilà, et c'est bon. Alors, on va continuer avec... hop, excusez-moi, j'y arrive. Voilà. Euh, avec l'auriculothérapie. Ça, c'est intéressant parce que ça rejoint Tomatis. L'auriculothérapie, voilà. Onde. Attendez, hop là, on va mettre celui-là d'abord. Onde. Voilà. Euh, le zoom, vous êtes là. Et partage d'écran. Voilà. Alors, il faut savoir que quand on pratique l'écoute consciente, en fait, on va déclencher d'autres ondes à l'intérieur du cerveau, comme on déclenche en méditation ou parfois dans certains états de création artistique. Euh, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Le Dalai Lama
actuel, le 14e Dalai Lama, s'est prêté à ça avec Francisco Varela, un biologiste, un scientifique, hein. Mathieu Ricard aussi, l'interprète du Dalai Lama, qui était scientifique, à la base biologiste, sont prêtés à ça. Et on a vraiment remarqué que le cerveau envoyait d'autres ondes dans l'état de méditation ou d'écoute profonde. Euh, voilà, pour l'équilibrage, là, c'est une fréquence 432 Hz, hein, c'était juste pour montrer ça. Euh, mais maintenant, on va passer à l'auriculothérapie et à ces découvertes qui ont été faites par en particulier un Français qui lui aussi a été un petit peu oublié, ce Français. Euh, hop, je vais le retrouver, je pense là. Comment il s'appelait? Bon, c'est pas grave si je le retrouve une autre fois, mais euh, voilà. Donc ça, hop, on y arrive. Partager. Voilà, ça, ce sont les zones qui sont stimulées, hein, par l'art de l'écoute profonde. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de zones qui sont stimulées. Vagabondage de l'esprit, prise de conscience de la distraction, hein, cortex préfrontal de Solatar, etc. Donc, voilà. Et donc, dans la méditation pleine conscience, eh bien, les sensations corporelles, on les observe et ça va mettre justement d'autres ondes où le cerveau, hein, est beaucoup plus calme. On va voir ça. Et dans ce calme cérébral, il y a des choses qui se passent, qui sont intéressantes. Ça, c'est la mécanique, du son. Voilà, bon, ça peut-être que vous l'avez déjà étudié, hein. Le tympan, vous voyez. Et alors, ce qui est étonnant, c'est, vous voyez déjà cette forme-là, un escargot qui est impressionnante, hein, qu'on appelle la cochlée ou limaçon. Ça ressemble vraiment, vraiment à un limaçon, hein, c'est assez fou. Et souvent, on se rend compte que la nature, vous voyez, avec la coquille et puis le corps, tout ça, la nature imite les différentes parties de l'homme. Et l'oreille a la forme d'un fœtus. Et tout ça, ça a été étudié par des chercheurs qui ont vu que si on travaillait sur l'oreille, on pouvait revivre des choses. Voilà, oreille et fœtus. On pouvait revivre des choses euh, très intéressantes et se déprogrammer. Justement parce que c'est comme si en fait on revenait aux premiers instants, si on revivait des traumatismes ou si on revenait en quelque sorte en enfance et que on pouvait du coup déprogrammer des choses, hein, vous voyez? Voilà, on ne lit pas trop, mais si vous faites oreille fœtus, vous trouverez beaucoup de choses. C'est pas uniquement des jeux comme ça au niveau des formes, hein. C'est-à-dire que en fait on a un corps qui est fractal, c'est-à-dire un iridologue en analysant la pupille peut analyser tout notre état physique et nerveux et notre caractère. D'autres vont travailler sur la plante des pieds, d'autres vont travailler sur les doigts. Bon, c'est-à-dire que il y a absolument tout, hein. Les choses sont résumées. Et l'art de l'écoute va aussi permettre de revenir à ce genre de choses. Pour revenir dans les textes un petit peu anciens, on trouve des choses aussi, toujours sur le lien qu'il peut y avoir entre la libération et l'écoute. Alors, par exemple, bon, j'ai cité le Vijnana Tantra, j'ai cité Krishnamurti, 20e siècle, hein. Mais dans le bouddhisme, par exemple, dans le bouddhisme, il y a le passage du bardo. C'est quand la personne décède et passe par des mondes invisibles. Et on lui récite des textes à l'oreille. Et on parle de la grande libération par l'écoute. Donc là aussi, le fait d'écouter, dans un état un peu second, hein, amène à une libération de l'esprit. Dans les évangiles aussi, on trouve la phrase que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ça, pour moi, j'entends vraiment ça comme un engagement à écouter vraiment. Et un peu plus loin, il y a Paul.
hein, qui parle à certaines personnes et qui dit, vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. Incirconcis, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas vraiment. Votre oreille n'est pas ouverte, votre cœur n'est pas ouvert. Écoutez vraiment, lâchez-vous, hein. Et ce qui est troublant, c'est que quand on met deux oreilles, hein, quand on fait se joindre deux oreilles, en fait, de profil, ça fait la forme d'un cœur. Et d'ailleurs, le cœur a deux oreillettes. Et ce qui est troublant d'ailleurs à ce niveau-là, hein, c'est qu'en anglais, to hear, entendre, et hurt, hein, ça s'écrit quasiment pareil. Il y a juste le T de plus. Euh, je donne des cours de langue aussi, des cours de français, des cours d'anglais, des cours d'italien. Et pour expliquer aux jeunes élèves que j'ai comment pouvoir faire des phrases longues, hein, comment mémoriser, comment faire des phrases longues, etc., je prends la parabole de l'éléphant qui a de grandes oreilles, qui a une longue trompe et qui a une grande mémoire. Et ça nous concerne aussi, nous, parce que plus on apprend à écouter, et par ce processus que j'ai déjà décrit, plus les phrases vont ressortir souvent de façon longue et fluide, hein, comme la trompe de l'éléphant, et parce que quelque part, on se sera reprogrammé, sachant que l'éléphant aussi est un symbole de la sagesse en Afrique, parce qu'il est calme, hein, il est pacifique. Bon, faut pas trop le provoquer, hein, mais voilà. Donc c'est un peu cette idée de l'éléphant. Plus nos oreilles seront grandes, plus nos phrases seront longues. Euh, Au niveau de l'anatomie aussi et de ce que l'oreille démontre, vous savez que les gens qui ont des problèmes d'oreille interne ont fortement tendance à avoir des pertes d'équilibre. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on pratique l'art de l'écoute, là, vous pouvez le pratiquer en même temps que je parle, hein. Écoutez ma voix, écoutez les pauses quand je parle, vraiment comme rentrer dans la moindre de mes inflexions, sans penser à ce qu'on va répondre, sans faire de réflexion, mais se laisser porter, comme si on écoutait une rivière ou quoi, hein. Bien, au fur et à mesure qu'on écoute, et je peux pratiquer ça en vous parlant, bien, on sent qu'il y a un équilibre intérieur qui s'instaure en nous. Et quelque part, les deux oreilles qu'on a sur le côté, hein, eh bien, sont comme les deux plateaux d'une balance, hein, deux choses comme un équilibriste sur une corde raide qui serait la voix, la corde vocale, et nos oreilles sont comme le balancier des équilibristes que nous pouvons être quand nous sommes bègues, hein, avançant sur le fil sur la corde vocale. Et ça marche vraiment, c'est-à-dire plus on écoute et plus on a un équilibre intérieur, on ne se laisse pas déséquilibrer, on ne se laisse pas désarçonner, hein. Voilà, parce que les choses prennent de l'ampleur. Et là, il y a une très belle métaphore, hein, c'est le fait de s'accorder, d'accorder une oreille, d'accorder de l'attention. D'abord, il faut s'accorder, et on s'aperçoit que quand nous nous accordons à l'autre, eh bien, nous nous accordons aussi intérieurement comme les cordes d'un instrument qu'on accorde à l'oreille. Et à ce moment-là, nos cordes vocales sont aussi accordées. Parce qu'en fait, quand on est bègue, hein, j'ai vécu depuis des années, en fait, c'est, on est quasiment jamais dans l'équilibre au niveau de la voix. Enfin, moi, personnellement, je vais parler de moi, hein, voilà, mais j'étais toujours dans le souvenir de la souffrance de ne pas arriver à parler, dans le souvenir de l'humiliation de ne pas arriver à le faire, et dans la peur de ne pas arriver à le faire. Voilà, donc j'étais jamais dans le présent. Mais finalement, la seule chose qui me faisait bégayer d'un point de vue objectif, c'était ma mémoire et ma programmation. Voilà. Et en apprenant à écouter, puis après des méditations intensives, hein, comme j'ai dit au début avant que tu arrives, Abdou, par des méditations intensives, par la recherche de l'éveil, par l'autosuggestion, par l'accession profonde, je me suis rendu compte tout seul, hein, sans chercher à me libérer du bégaiement, que eh bien, j'arrivais à parler comme ça de façon fluide et j'étais le premier surpris. Voilà. Là, j'avais 19 ans. Au début de l'année, j'avais 18 ans. Je passais des oraux, c'était catastrophique. Puis j'ai pratiqué la relaxation profonde, l'autosuggestion, je me voyais parler calmement. Bon, alors, j'étais extrêmement ennuyeux parce que je parlais comme un robot, mais c'était les premiers pas, un peu comme quelqu'un qui sort du coma et qui marche avec des gros sabots. Et ensuite, par la respiration, par la méditation, eh bien les choses sortaient tout naturellement, mais parce qu'avant, j'avais préparé le terrain. Et on se rend compte aussi
que le silence régénère. C'est-à-dire que l'écoute du silence, l'écoute profonde du silence, va régénérer le corps, le cerveau, exactement comme si on était dans le sommeil paradoxal. Voilà. Enfin, là, il faut être dans l'écoute profonde, hein, mais très vite, on se régénère parce qu'en fait, on arrête de perdre de l'énergie avec des pensées et plein de choses. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. Voilà. Donc, n'oublions jamais que nous vivons dans un univers vibratoire. Tout est fait d'ondes et de particules. Et ce qui se passe quand on ouvre l'espace intérieur par l'écoute, c'est que la parole qui est cristallisée comme une particule, hein, qui n'arrive pas à passer, peu à peu, c'est comme si elle fondait comme un bloc de glace qui devient comme une eau qui coule. Et là, du coup, on rejoint aussi cette métaphore indienne de la déesse Sarasvati. Sarasvati, ça veut dire celle qui coule. C'est une déesse rivière, une déesse fleuve. Et c'est aussi la déesse de la parole. Vach, comme vox en latin. Voice en anglais, hein. Voch, vach, watch, hein, voice. Euh, et cette déesse, donc, elle a disparu sous les sables du Rajasthan, en Inde, une région semi-désertique, et il faut la retrouver. Voilà. Et c'est aussi la déesse de la musique. Donc là, il y a quelque chose de très profond, parce qu'en fait, cette déesse a créé le monde par la parole, et elle est associée au cygne, à l'oiseau, vous savez. Et l'oiseau, le cygne, est le symbole de l'âme dans beaucoup de pays, parce que le cygne est un oiseau migrateur qui quitte les rivages, qui disparaît et qui revient comme l'âme, qui revient de vie en vie. Là, on est dans la perspective hindoue, hein, de la réincarnation, mais Sarasvati est aussi associé au souffle. Le souffle, hein, qui part, qui revient, et donc le souffle qui porte la voix. Euh, alors, il y a une chose aussi que je trouve particulièrement intéressante, vous savez, toujours par rapport à l'Inde, j'ai beaucoup travaillé sur l'Inde, j'ai été guide de voyage en Inde, et bon, j'ai écrit des bouquins sur le pays. On parle du Kali Yuga. Alors, le Kali Yuga, c'est pas la déesse Kali, c'est un démon, Kali, qui est un musicien déchu. Un musicien déchu qui est habillé avec des habits de roi. Et à cause de sa musique qui rend fou, hein, une musique violente qui pousse à toutes sortes de passions négatives, Kali va posséder le monde par son poison. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez symbolique, hein. Il y a quand même beaucoup de musique violente qui pousse les gens à des actes violents, hein, que ce soit le rap ou le métal. Enfin, il y a des musiques qui vraiment ont des intentions négatives, hein. En parole et en acte, chez les musiciens d'ailleurs, ça passe souvent de la parole aux actes. Et Kali, c'est aussi à la base une goutte de poison qui va grandir, grandir jusqu'à devenir ce démon musicien déchu et plonger le monde dans le chaos. Et précisément, donc ça montre l'importance de l'art de l'écoute, de la musique, euh, du silence aussi, hein, pour ramener l'ordre, l'ordre dans le monde, dans cet âge noir que nous traversons. Et pour la petite histoire, donc, le démon Kali, qui n'est pas la déesse Kali, hein, c'est pas pareil, sera vaincu par l'avatar Kalki. C'est un roi messianique monté sur un cheval blanc et qui fait un peu penser au Christ de l'Apocalypse et qui représente le contrôle sur les émotions. Le cheval souvent représente les émotions, quelque chose qui est dur à contrôler, qu'il faut dompter, hein. C'est très très émotif et voilà, c'est un peu comme nous quand on bégaye et voilà, on a une émotion et il faut arriver à contrôler. Voilà. Et donc, vous savez, il y a cette idée aussi, hein, les gens qui guérissent les chevaux. Vous savez, il y a un film avec Robert Redford, hein, je crois qu'il s'appelle L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Je sais pas si certains l'ont vu, il paraît qu'il est très beau. Bon. Et en tout cas, voilà, murmurer à l'oreille des chevaux pour les calmer. Eh bien, moi, c'est un petit peu ça aussi, c'est l'art d'écouter consciemment, en laissant se dissoudre les paroles, en écoutant le silence, hein, pendant un certain temps,
avec le souffle qui va se réinstaurer à ce moment-là, hein, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer au niveau de la parole. Voilà. Donc, je vous remercie, hein, Abdou, juste pour te prévenir, il y a un enregistrement en cours. Voilà, donc je sais pas si c'est un pseudo ou quoi, mais voilà, si tu veux conserver ta vie privée, hein, tu peux dire que c'est un pseudo. D'ailleurs, c'est peut-être un pseudo. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème pour enregistrer, pour continuer à enregistrer? Non, moi, J'ouvre ça le chat. va. C'est bon? Pour moi, non. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Voilà, combien de temps j'ai parlé? J'ai parlé à peu près, avec le début, une quarantaine de minutes. Hein. Ok. Eh bien, écoutez, la parole est à vous. Non, mais écoute, merci à toi, hein. C'est intéressant d'avoir une expérience, hein. Et comme je disais la dernière fois, mon propos actuellement, si tu veux, c'est plus aller vers les enfants, vers la prévention, euh, tu vois, que vers les adultes, hein. Je suis allé vers l'association pour les bégaiements quand j'ai voulu reprendre euh, mes activités de bénévole pour aider mes pères. Bon, apparemment, je dérange un petit peu, donc bon, bah, écoute, c'est pas grave. Donc j'ai créé mon Pour aider association. excuse-moi, pour aider tes pairs, c'est ça, tu dis? Tes Oui, pairs? oui. Tes pairs, c'est-à-dire PR. des anciens Ouais. bègues, Oui, PAIRS, hein? oui, oui. Oui, mais enfin, Ok, moi, ouais, j'aime pas trop le mot bègue parce que comme je m'intéresse aux enfants, si tu veux, moi, dès que ouais, j'entends bégaiement, je pense enfant, tu vois. ok. Et pour moi, mettre un statut sur un enfant, ça me dérange. Enfin, donc je sais que les gens qui bégayent depuis longtemps, c'est leur statut, c'est pas un souci, tu vois. Mais moi, dès que j'entends bégaiement, je pense enfant et je pense ben, passé récent, tu vois, parce que ben, le gamin, il a 2 ans et demi, donc il a un passé récent. Il a un présent, il bégaye maintenant, mais demain, il bégayera plus, tu vois. Donc, je préfère le verbe, tu vois. C'est pour ça que moi, mon truc, c'est la prévention, quoi, si tu veux. C'est pour éviter qu'il y ait des années de souffrance après. Et puis, bon, il y a assez à faire en faisant de la prévention qu'en s'occupant des gens qui sont en souffrance depuis 20 30 ans, sur lequel, ben, j'ai pas de prise, quoi. C'est pas mon métier de prendre, de soigner, Hmm. donc, bon, là, voilà, voilà. Mais sinon, bravo à toi d'avoir fait ce parcours, quoi. Tu vois, mais tu vois, ce que tu dis, euh, t'as, t'as- donc, tu as beaucoup de culture, tu as écrit des bouquins, tu as voyagé, tu vois, donc ta vie a pu te permettre d'avoir ce recul, tu vois, sur les émotions, tu vois. Mais moi, je me positionne tout le temps par rapport à ceux qui ont peu de culture, tu vois, où tous tes propos qui sont super intéressants, quoi, ça, ils vont te déconnecter, quoi, tu vois, enfin, je m'excuse de parler comme ça, hein, je te dis ce que je pense, hein. Tu vois, tout le monde ne peut pas faire le parcours que toi tu as fait pour désengager ton bégaiement. Tu vois, enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein. C'est une question, c'est pas, je te dis pas. Ouais, du coup, je vais demander à Adam et Abdou comment Oui, 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 ils ont vécu ça. Après, je ils veux en dire, pensent, ouais. tu sais, pour avoir fait pas mal d'interventions, je sais que voilà, chacun prend un petit peu ce qu'il... Voilà. Mais je laisse la parole du coup à Adam ou Oui, Abdou. oui, oui, tu as raison. Est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir? Tout d'abord, je vous remercie pour cette belle atelier. Et j'ai besoin de poser la question pour le côté Bigamon, pour vous, c'est quoi les meilleures méthodes pour vous pour gérer ou traiter parfois les provocations des gens, aussi des gens agressifs ou des mal regards, ou des choses comme ça, des préjugés Hmm. ou ça. Pour vous, parce que nous sommes remarqué ça beaucoup dans le terrain, par exemple, quelques administrations ou des choses comme ça, ou dans les transports. Pour vous, c'est quoi les meilleures méthodes pour les gens traiter ça d'une manière positive pour ils ne sont pas impactés dans l'intérieur et dans leur confiance de soi? Alors, vous voulez dire, mettons, si vous êtes dans un bus et que vous bégayez et que quelqu'un se moque de vous? Oui, oui, Ou en non, de manière général. générale? Non, en général, soit de Libye, De manière soit dans générale. les Ah cafés, oui, parce soit que dans les c'est vrai que administrations. Oui. quand on est ému, oui, c'est ça, c'est-à-dire que le surplus d'émotions amène un bégaiement. C'est ça la question en fait.
C'est- La, Oui, la question exactement, pour vous, euh, c'est quoi les méthodes, c'est quoi vos conseils pour les ouais, gens ouais, alors, ok, très bien. Alors, ouais, ouais, pour traiter ça d'une manière positive, ouais. Hmm. Ok, d'une alors, manière flexible? ouais, 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 souple, souple, voilà. Ok. C'est ça. Alors, effectivement, est-ce que vous voyez là ce courrier là, ce courrier suite à mon appel, tout ça? Il y a le partage d'écran ou pas là? Non? Pas encore. D'accord, ok, alors je vais le mettre. Voilà. Ok. Alors, peut-être que tu n'étais pas là, mais donc, euh, Non, non, j'étais ici, j'ai suivi toute la télé. ah oui, d'accord. Ok, très bien. Ah oui, Alors, non, bon, moi j'ai voilà. besoin, Mais non, moi j'ai ouais, non, non, besoin. mais je vais vous répondre directement. Alors, je vais vous répondre Ah, directement. Très bien. seulement deux secondes. Non, moi j'ai besoin votre opinion personnelle, d'après vos D'accord. Ok. expériences. Ouais, Vous ouais, étiez ouais. comme personne, comme être Alors, humain. ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Oui, là, je vais pas refaire le coup de. Enfin, ouais. Ah oui, c'est ça. Alors, moi, ce qui m'a. Enfin, vous savez, c'est comme quelqu'un qui a des problèmes de timidité ou autre. C'est-à-dire que chacun va trouver quelque chose qui va lui parler, lui convenir particulièrement, parce que c'est toujours la rencontre d'une technique et d'un terrain. C'est comme dans la médecine, il y a des gens qui vont être guéris par une médecine allopathique, d'autres par la naturopathie, d'autres par la médecine chinoise, etc. Bon, mais moi, c'est plutôt un ensemble de choses. Alors, je considère que c'est très important, vraiment, de pouvoir franchir des caps, comme d'aller dans un endroit où il n'y a personne et de s'entraîner à parler fort, en articulant fermement, en faisant sortir le souffle, hein, pour reprogrammer la bouche, la langue, les cordes vocales, pour s'habituer à ce que les choses sortent. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que, voilà, bon, en plus d'être bègue, j'étais très timide et je rentrais beaucoup de choses et on m'avait appris beaucoup à refouler aussi les choses parce que, bon, j'avais reçu une éducation très gentille, mais où quelque part, j'avais pas le droit de me battre. Voilà, donc, et je gardais beaucoup sur moi parce que je voulais pas m'abaisser. Et puis, de toute façon, j'avais pas envie voilà, de m'abaisser à frapper quelqu'un, etc. Et du coup, j'avais gardé beaucoup de choses en moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Euh, et ça, on va dire, ça, c'est la méthode un peu bourrin. Voilà, comme si on traçait un chemin à la machette dans une forêt. Mais sinon, ce qui m'a énormément aidé, hein, eh bien, c'est cet art de l'écoute tel que je l'ai décrit. Et puis, la méditation profonde, la recherche de l'éveil, la méditation, il y a différentes formes de méditation, hein, mais ce qui compte véritablement, c'est d'atteindre des états de relaxation profonds. Voilà. Et même dans les religions du livre, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, il y a des techniques de prière qui rejoignent totalement la méditation ou la répétition du nom de Dieu, le zikr, hein, dans l'islam, ça veut dire le souvenir, le zikr. Il y en a ça dans toutes les religions. Et on travaille ça sur le souffle, hein, ou alors sans aucun support, par la méditation profonde, en cherchant l'éveil, en observant les pensées, en observant les émotions, en observant le sentiment du jeu, en observant les sensations du corps. Ça m'a énormément, énormément aidé et c'est quelque chose qui est très bon, qui est très bon. Après, il y a vraiment la respiration, le fait d'apprendre à respirer. Mais le problème, c'est que si on est très agité au niveau du corps, si on a des nœuds au niveau du diaphragme, du ventre, ça va être très dur de faire sortir la voix, même si le souffle il passe bien, parce qu'il y a une forme d'interdit à parler. Et du coup, là, lorsqu'on travaille sur l'art de l'écoute, en même temps que sur le souffle, eh bien, les choses vont aussi sortir beaucoup plus facilement, hein. Ce qu'il faut, c'est dénouer vraiment les choses en profondeur. Et puis, ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment important, Adam, c'est de, aussi d'être dans ce qu'on fait, quoi. D'être dans ce qu'on fait, c'est-à-dire de ne pas être décalé avec soi-même. Et ça, c'est difficile parce que quand on bégaye, on est
il y a le témoin qui veut pas bégayer, il y a le moi et il y a celui qui bégaye, il y a le corps qui bégaye. Bon, et c'est pas évident. Mais moi, ce que je constate aussi, c'est que lorsque je suis vraiment dans les choses que je veux dire, lorsque je les habite, un petit peu comme on a lu le texte indien tout à l'heure, hein, qu'il faut habiter les sons, habiter le silence, ça se passe aussi beaucoup mieux parce que on parle avec le cœur, parce qu'on est dedans. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la musique, en tout cas avec la guitare. J'ai cherché à apprendre la guitare, mais je, je suis capable de faire quasiment indéfiniment la même erreur. Bon, bref. Mais je sais que les musiciens, souvent, ils disent, ils sont dedans ou ils sont pas dedans. Et quand ils sont dedans, là, c'est vraiment bon parce que on habite la parole, on habite la musique. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important à côté de ce que j'ai pu dire. Et voilà, bon. Et puis, ce qui fait beaucoup de bien aussi, ben, c'est quand même la lecture d'ouvrages de psychanalyse. À l'âge de 19-20 ans, j'ai lu ces bouquins de Paul Clément Jagot. Aujourd'hui, la psychanalyse, on essaie de la rendre hors la loi, hein, comme j'ai dit, pour les neurosciences et tout ça. Mais vraiment, il y a des scénarios familiaux classiques pour des enfants qui bégayent. Alors, c'est pas histoire de tout mettre sur la faute des parents, hein, mais quand même, il y a quand même un certain nombre de cas où il y a des scénarios classiques euh, chez les parents et l'enfant aussi porte sur lui cette chose-là, hein. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire un enfant qu'on n'a pas écouté, lui-même ne va pas savoir écouter, il va pas savoir parler. Pour prendre une comparaison, vouloir parler sans avoir appris à écouter quand on est bègue, c'est un peu comme vouloir faire un saut sans prendre d'élan. C'est comme vouloir sauter en hauteur sans d'abord avoir fait une flexion. Vous voyez? C'est comme vouloir envoyer une flèche sans avoir tiré la corde en arrière. Et plus on tire la corde en arrière, c'est-à-dire, et là on rejoint l'idée des cordes vocales aussi, qui envoient la flèche de la parole, hein, ça c'est une métaphore aussi qui en aide, plus la corde de l'attention, du silence intérieur, de l'écoute est profonde, hein, plus elle est à l'intérieur de nous, et plus la flèche partira bien. Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut constater. Voilà. Donc moi, si j'avais une priorité hein, par rapport au bégaiement, c'est vraiment associer un travail de relaxation profonde du corps, le souffle, la visualisation, euh, et puis aimer parler, mais parler avec calme. Voilà, ne pas être dans l'avidité, être dans la sobriété de la parole, dire peu de choses, hein. Euh, Moi, par rapport à la deuxième partie de la question, Adam, c'est que par rapport aux autobus ou par rapport aux endroits où ça se passe mal, etc., euh, c'est garder le centre, rester dans la compassion ou dans la dignité vraiment par rapport à ceux qui sont autour de nous, hein. Euh, voilà. Et puis parfois, il faut quand même savoir franchir des caps, c'est-à-dire que moi, je sais qu'au début, je me suis vraiment posé des défis quand j'avais 18-19 ans et que j'ai décidé d'arrêter de bégayer. Je me suis posé des défis où j'allais à des conférences, je me forçais à poser une question à la fin, une question que j'avais envie de poser, mais voilà, j'avais peur, hein. Je me préparais, je faisais tout comme il fallait, je respirais, je rentrais le ventre, je balançais la question, même si elle faisait que 4 ou 5 secondes, j'étais content parce que j'avais réussi à poser cette question. Voilà. Euh, mais il faut vraiment faire un travail aussi sur l'esprit. Pour moi, après, je ne connais pas la cause de votre bégaiement. Et puis voilà, par rapport à l'alimentation, ça aussi c'est important, l'alimentation. Éviter voilà, tout ce qui est produits animaux, tout ce qui est les produits gras, les produits animaux, les laitages enfin, un peu lourds comme le fromage blanc ou trop d'œufs, etc. Ça va nous encrasser. Ça va retenir le souffle, ça va occuper l'estomac, ça va nous remplir de toxines et ça va embrumer l'esprit. Et vraiment, on peut aller mieux quand on travaille aussi sur l'hygiène alimentaire. En fait,
je pouvais pas répondre à une seule chose parce que moi, je constate vraiment que plusieurs choses sont importantes. Je comprends. Merci. C'est très clair. Ouais. Voilà. Ah, Pinot. Euh, Bonsoir. Bonsoir, Pinot. Bonsoir. Voilà. On enregistre, hein. Voilà. Juste, je vous préviens. Et Bonsoir, voilà, c'est donc, Abdou. excusez-moi. C'est Abdou, plutôt. Abdou, pardon, parce que j'ai vu qu'un certain Pinot était en liste d'attente. Abdou, ouais, je vous Oui, écoute. moi, je vous remercie pour votre présentation. Moi, je suis venu au cours de la présentation. Donc, j'ai raté en fait une bonne partie de la présentation, mais ce que j'ai pu assister à était vraiment importante. Et j'ai en fait une question pour vous. Que moi, je suis bec à partir de l'âge de 18 ans. Donc, 18 j'étais ans, pas hein. bec. Ah ouais, 11 ans, 11 ans. Là, je commençais à bégayer à l'âge de 18 ans. Et en même temps, j'ai l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, si vous ne le connaissez pas assez, c'est ça. Par exemple, quand on dort, il y a les muscles de la parole qui se relâchent et qui étouffent et ça nous empêche quand même de respirer. Et donc, je me réveille à plusieurs reprises durant mon sommeil. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre le bégaiement et l'apnée du sommeil? Oui, c'est ça la question que je me suis en train de demander depuis un an, mais sans réponse pour le moment. Vous avez demandé à des orthophonistes, par exemple? Oui, 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 je demande, d'accord. mais en fait, elles n'ont pas de connaissances sur le sujet. Oui, 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 oui. Alors, Donc, alors moi, je vais faire une réponse par rapport un peu au symbolisme du symptôme, hein, et par rapport au mécanisme. C'est-à-dire que apnée, justement, hein, ça veut dire sans souffle. Euh, et c'est marrant parce que dans la technique de méditation apana, apana, ça veut dire absence de souffle, et c'est le moment où on a complètement vidé les poumons et qu'il y a un état de paix qui s'instaure parce qu'il n'y a plus rien qui se passe, et ça aussi, c'est une façon de se déprogrammer. Donc il y a un lien entre la parole et le souffle et un blocage au niveau de la respiration, c'est clair. Et je sais pas si c'est pas trop intime, est-ce que vous pensez qu'il y a un événement qui a déclenché votre bégaiement à 18 ans? quand, à du temps, je me souviens, c'était un moment où j'avais déménagé. Oui, j'avais quitté une région qui était ma région natale vers une autre ville. Donc, j'avais changé d'école, j'avais changé de camarades de classe et de copains. Et j'étais pas forcément en confiance durant cette période. J'ai mal vécu cette transition. Et c'est quelques temps après que j'ai commencé à veiller. Donc, je pense que une, euh, ça, c'est la seule réponse comme ça, Ouais, ouais, ouais. hypothétique Hmm. que j'ai actuellement. Oui, mais oui, mais je ne sais pas en fait s'il y en a d'autres ou pas. Et dans ce sens, et je me dirais que, voilà, il y a eu une prédisposition à bégayer, mais il a fallu que je déménage euh, ouais, pour que le bégaiement, ça, ça, pour que le bégaiement, pour que le bégaiement apparaît. Ça, c'est ma D'accord. théorie, mais on Oui, a oui, besoin non, mais scientifique ça, je pense que c'est pour vrai. prouver Moi, ça me parle parce que ça s'est vraiment beaucoup développé à l'âge de 12 ans. Alors, j'avais eu un premier accident, entre guillemets, je devais avoir 6 7 ans. J'apprenais à lire au cours préparatoire, et c'était mon tour et je devais lire, je crois que c'était le mot messe, M2S. Et je me suis persuadé que ce mot, je n'arriverais pas à le prononcer. Et je me suis, voilà, j'ai éclaté en sanglots en disant que j'arrive pas à le dire. Bon. Et puis après, ça m'était resté pendant 5 ans, tout ça. Et puis en cinquième, j'étais à Arles, dans le sud de la France. J'étais dans une classe avec des gamins assez populaires du centre-ville, pas très sympas, voilà, qui étaient dans un rapport de force en permanence, alors que moi, j'étais élevé plutôt dans un milieu bienveillant, un petit peu un cocon. Bon, bref.
Et donc, j'étais effectivement opprimé quelque part par cette classe. Disons, je me sentais mal dans cette classe parce que c'était des pré-ados, on va dire, 11 12 ans, brutaux, euh, toujours dans le rapport de force, qui étaient dans l'humiliation permanente. Et moi, je ne savais pas interagir avec des personnes comme ça. Et donc, je me sentais infériorisé, alors que je faisais du judo et voilà, j'étais invaincu dans mon club depuis plusieurs années. Si j'avais eu confiance en moi, j'aurais pu les foutre par terre, sans doute, sans problème. Mais quelque part, j'étais en état de suggestion par rapport à eux, parce c'était des grandes gueules, hein, et du coup, je ne savais pas comment gérer ça. Et du coup, à ce moment, je devais prendre la parole en anglais, je devais dire le mot skyscrapers, les gratte-ciels. Et puis, et puis j'ai dit, ça sort pas. Alors, et là, la classe a explosé de rire parce que, évidemment, ils y ont vu un lien avec voilà, les questions qui agitent la jeunesse, on va dire, à cette époque-là, à l'époque de la puberté. Bon, et là, ça m'a vraiment bloqué pour des années, mais ça venait aussi du fait que j'étais dans un milieu qui ne me convenait pas. J'étais un peu comme un poisson hors de l'eau qui n'arrive pas à respirer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est jeune, parfois, on n'a pas de réponse à certaines situations, et ne pas avoir de réponse, ça veut dire ne pas pouvoir répondre. Ne pas pouvoir répondre, ça veut dire ne pas pouvoir parler. Bon. Et du coup, il y a un blocage qui se fait au niveau de la respiration, de la parole, un blocage de tout. Et je pense que l'apnée du sommeil, effectivement, c'est depuis cette période-là que vous faites de l'apnée du sommeil? Non, c'est plutôt depuis un an. C'est depuis novembre 2024. Ok, Euh, c'est récent. Mais ça peut être lié parce que moi, je sais que, bon, j'ai toujours été très nerveux, hein. Quand je suis né, d'ailleurs, c'est marrant, c'était il y a 56 ans, jour pour jour. Là, je suis né à 22h45 le 10 décembre. Donc. Et du coup, le docteur a dit, c'était à Marseille, le docteur a dit, c'est une boule de nerfs. Donc j'étais super nerveux depuis tout petit. Peut-être parce que ma mère avait vécu la grippe de Hong Kong, c'était 1969, hein, la fin 69, et il y avait les grippes de Hong Kong. Et donc j'ai peut-être eu un petit peu du mal, je sais qu'elle a traversé des moments nerveux assez difficiles, elle passait un concours, elle bossait beaucoup, elle travaillait en même temps, donc je pense que c'était pas très serein. On en a souvent parlé après. Et du coup, j'ai eu cette nervosité, et après j'ai eu des moments, à cause en partie de l'alimentation, ou parce que c'était la pleine lune, ou parce que je mangeais trop de gluten, ou pour différentes choses, où j'avais des boules au niveau du ventre. Et j'ai senti que je pouvais quasiment me mettre à étouffer, c'est-à-dire à ne plus arriver à respirer à cause d'une sensation ouais, une oppression, hein, en fait, des tensions au niveau du ventre que j'arrivais plus à faire rentrer le souffle, que j'avais plus à respirer. Donc ça me fait un peu penser à vous. Et donc, mais il y a un lien parce que ça arrive quand même pas énormément de monde, ce genre de choses, et donc ça vient à la fois de la nervosité, peut-être d'événements intrafétaux, hein, liés à la période. Qu'on était encore un bébé dans le ventre. Euh, mais voilà, pour moi, il y a un lien. Et alors, par rapport à l'apnée du sommeil, ça, je connais moins. Enfin, je sais ce que c'est parce que je connais plusieurs personnes qui en font. Mais là aussi, je pense que s'il y a une relaxation profonde avant de dormir, où on se fait beaucoup de bien, où on s'endort très calmement, ça se produira beaucoup moins. Parce que ce qui se passe dans le sommeil, c'est que ce sont des choses inconscientes qui remontent. On est face à des choses où il n'y a pas de filtre par rapport au conscient. Et donc, on est directement aux prises avec des situations émotionnelles assez dures qui peuvent bloquer la respiration. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une réponse sur ça. ben, oui, oui, c'est ça. En fait, moi, en fait, j'ai toujours demandé la question aux orthophonistes, mais elles n'arrivent pas en fait à trouver le lien. Même les ORL qui s'occupent de l'apnée du sommeil, ils peinent à trouver le lien. Donc, je pense que je vais
bon, j'ai quelques éléments de réponse, mais je vais essayer quand même, voilà, je vais essayer quand même de faire encore des recherches Ouais, voilà, supplémentaires pour approfondir, voilà. ouais, Bon, donc, je pour vous plonger remercie. plus en apnée, ouais. Alors, ouais, et une dernière chose là, il y a quelques très bons bouquins sur le décryptage des symptômes, parce que notre corps est vraiment un corpus, hein. Le corps, c'est un texte, tout parle, tout est langage. Et il y a un livre de Jacques Martel, Martel, je vais l'écrire dans le chat. Oui, je connais. Ah, vous connaissez Jacques Martel, ouais? Non, comment on l'écrit en fait? Le nom, je connais les noms Martel. Voilà, Martel, oui, alors c'est pas Jacques Martel, c'était pas le franc Jacques Martel, c'est Jacques Martel, le grand livre des malaises et des maladies, Euh, et il est assez extraordinaire de précision. On appelle ça le décodage biologique, et vraiment, il est très fort ce bouquin, c'est-à-dire en fonction du symptôme qu'on a, voilà, je le mets dans le chat. Il est vraiment très très juste, quoi. Moi, à chaque fois que j'ai eu quelques petits pépins, ça parlait énormément et les interprétations d'accord, sont très très bonnes, quoi. d'accord, je vais essayer de chercher ce livre. Enfin, je sais pas s'il est disponible en ligne ou dans les librairies des universités, mais Dans les bibliothèques? dans la bibliothèque, oui, je vais essayer de chercher ça dans Alors, les dans les bibliothèques. bibliothèques, je suis pas sûr parce que malheureusement, les bibliothèques aujourd'hui sont vraiment le prolongement des lobbies, quoi, qui veulent confisquer la santé des gens et la psychologie. Mais en revanche, vous pouvez le télécharger sur Internet. On peut le télécharger en PDF. Je crois que c'est la version de 2007. Mais sinon, moi, je vous conseille de l'acheter même en occasion. Il est super. Il est super. D'accord, je vais essayer ça. Je vais essayer de lire pour voir si je vais arriver à trouver l'éventuel lien qu'il y a ou pas. Et je vous Voilà. remercie Voilà. Et puis, il y a pour aussi Michel Odoul. Je le mets dans le chat. Michel Odoul. Lui aussi, il a beaucoup pratiqué le décodage biologique. C'est pas mal du tout. Et puis, il y en a d'autres, hein. Si vous allez dans une librairie, un peu de spiritualité, médecine douce, tout ça, je pense que vous pourrez avoir des conseils, quoi. Ok, d'accord, c'est parfait. Je fais le devoir avec ces deux auteurs. Donc, je vous remercie pour vos réponses et vos questions. Je pense que ce sont des questions que je vais creuser. Et merci pour ça. Voilà. Ben, écoutez, vous avez mon mail, là, je vous laisse mon mail, là. fmperrier@yahoo.fr. Et vous êtes où, Abdou, vous, en fait? Je suis à Paris. Vous êtes à Paris, hein? D'accord. Paris. OK. Moi, ce que je Et pourrais vous, te conseiller, Abdou, comment? moi, ce que je pourrais te Oui. conseiller, c'est de faire de la relaxation. C'est vrai que c'est pas tout le temps évident quand on n'est pas préparé à ça. Moi, je sais que j'en ai fait quand j'avais 17 ans. Euh, je sais pas à quel niveau ça m'a servi. Je peux pas le dire parce que c'était une période où j'arrivais pas à dire un mot. Dire présent à l'école, je pouvais pas. Prendre le téléphone, c'était impossible. Maintenant, c'est plus un souci, quoi. Mais bon, ça s'est fait. Et je sais pas à quel niveau ça m'a servi, euh, mais quand c'est pas dans notre culture de faire de la relaxation, de la méditation, c'est pas évident d'y rentrer, tu vois. C'est pas évident de le faire. Oui, tu peux lire, ça peut peut-être t'aider, mais essaie de trouver une structure dans laquelle tu puisses faire de la relaxation, qui puisse t'accompagner dans cette démarche-là, parce que moi, je considère que c'est pas si facile que ça, quoi, quand c'est pas dans la culture. Je sais pas ce que tu en penses, euh, François-Marie, mais Oui, voilà, pour alors moi, c'est... ça, Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi et c'est sympa de le faire à plusieurs. Alors, souvent, il y a des groupes, hein, dans les MJC, ouais, dans les maisons des habitants parfois. ouais, Voilà, c'est même gratuit. hum, Où il y a aussi des méditations guidées sur Internet qui peuvent être très bonnes. hum, ouais. Hmm. Oui, voilà, se faire Voilà. aider, parce que c'est pas tout le temps évident, quoi, donc, c'est pas... Donc, n'hésite pas, de toute façon, ça pourra pas te faire de mal, hein. Vas-y, n'hésite pas. Hmm. D'accord, bon, je ne connais pas sur Paris,
un groupe de méditation, bon, je ne le connais pas, mais peut-être que je vais peut-être voilà, demander à des amis qui essaient, voilà, pratiquent la méditation depuis un moment, mais en solo. Bon, je vais essayer Mais de sinon, ouais, mais sinon, très sincèrement, près de vous, il y a forcément une MJC, hein, Maison des Jeunes Oui, de la Culture, ou un centre social, ou une oui. amitié laïque, ou autre, hein, et il y a des séances comme ça, ou même, bon, après, ça peut être du yoga. Je me rappelle que quand je prenais des cours d'orthophonie, que j'avais 17 ans, euh, l'orthophoniste disait que l'idéal, ça serait que je fasse du yoga. Et moi, j'avais l'impression que ça ne m'aiderait pas. Et je crois que c'est pas faux à l'époque. Je pense pas que ça m'aurait aidé parce que j'avais vraiment besoin aussi d'abord de sortir des choses ou de passer un peu comme une chenille qui doit devenir papillon. Je crois que j'avais besoin de d'abord traverser un certain nombre de choses psychologiquement, quoi, et de me connaître moi-même. Mais en tout cas, là, oui, à l'âge que vous avez maintenant, ouais, c'est important effectivement de la relaxation, trouver un groupe éventuellement et tout ça, quoi. Et alors, une chose sur laquelle j'ai un petit peu insisté, c'est aussi quelque part le détachement. Mm. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, hein, par l'art de l'écoute, c'est-à-dire que j'étais tellement bien dans l'art de l'écoute, dans cet espace, cette paix intérieure, ce truc super zen, ou détaché de la souffrance, détaché de tout, quoi, qui s'ouvre quand on écoute. Là, vous pouvez faire l'expérience pendant que je parle, qui s'ouvre quand on écoute. J'étais tellement bien que, en fait, déjà, j'avais beaucoup moins envie de parler, comme si ça me rassasiait. Et après, quand je parlais, ben, la parole était beaucoup plus sereine, et je me disais, bon, peu importe si je parle pas, c'est pas important. Voilà. Et le fait de lâcher prise, déjà, ça permettait beaucoup plus voilà, de poser une parole calme. Vous savez, c'est comme un petit peu quelqu'un qui serait trop avide d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre qui arrive, qui suscite, qui tire par la manche. Cette personne-là, en fait, on n'a pas envie d'écouter parce qu'elle bouscule, quoi, hein. Et quand on lâche, au contraire, là, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Je pourrais avoir ton âge, euh, Abdou, si c'est pas indiscret? comment? Je pourrais avoir ton âge, si c'est pas indiscret? Non, pas du tout, c'est pas indiscret, j'ai 27 ans. 27 ans. J'ai Ouais, bah, écoute. j'ai commencé à bégayer depuis 9 ans. Théoriquement, c'est depuis 9 ans. D'accord. C'est pas, en fait, ouais. Voilà, ça va être encore jeune, il peut se passer plein de choses encore. Il n'y a pas de souci. Ouais. Le mode est moins un problème pour moi, c'est plutôt l'apnée du sommeil qui est Et plutôt le c'est quoi? problème Ah et oui, qui, oui, ouais, ah ouais, et qui déclenche en fait par des arrêts maladie, voilà, dans 2 semaines, sur plusieurs mois. Donc, c'est vraiment ma préoccupation quoi pour le moment. Et je vais essayer de pratiquer donc la méditation, la, la relaxation, comme vous me l'avez suggéré. Et je crois qu'il y en a à côté, à Paris. Et je vais chercher pour ça. ouais. Sinon, bon, il y a aussi l'autosuggestion qui peut bien fonctionner par rapport à certaines choses, mais aussi passer par un hypnothérapeute éventuellement. Hein. Il y a l'acupuncture, c'est-à-dire dans les médecines douces. Moi, je vous conseille d'aller sur les forums par rapport à l'apnée du sommeil. Vous allez sur les forums Internet. Est-ce que vous l'avez fait déjà? Les forums, lesquels, par exemple, oui, Ah ben, il faut là, je connais, apnée du sommeil. Apnée du sommeil. Il y a peut-être un groupe sur un groupe Facebook d'apnée du sommeil. non, ça, c'est pas, j'ai pas cherché pour ça. J'ai cherché pour le bégaiement et il y en a pas mal de structures. Mais pour l'apnée du sommeil, bon, je ne connais pas un forum. Il y a forcément des forums, hein. Enfin, Hum. il y a des forums pour tout en fait, presque. Je Ouais, ouais. pensais que je suis avec les ORL, ouais, qui peinent à trouver un bas de solutions qui marchent. Ils m'ont conseillé Ouais, plusieurs.
En fait, le problème des ORL, comme de pas mal de médecins allopathiques, c'est-à-dire que souvent, pour des problèmes comme ça qui sont psychologiques ou nerveux, ou voilà, euh, ils vont pas chercher la cause psychologique, le déclencheur. Et voilà, et donc c'est comme s'ils mettaient une bassine éventuellement sous une fuite, mais ce qu'il faut, c'est trouver la fuite et voilà. Donc regardez, mais même ce soir, hein, après le Zoom, vous pouvez regarder apnée du sommeil, interprétation, décodage biologique, tout ça, et vous trouverez déjà pas mal de choses. Certaines vous parleront peut-être. Euh, Après, il faut voir, est-ce que dans votre famille, les parents, les grands-parents ou les oncles, est-ce qu'il y a des problèmes un petit peu semblables et est-ce qu'il y a un scénario familial? Euh, Dans ma famille, bon, j'ai pas encore demandé pour ça, mais, mais je me souviens pas qui a eu, qui a eu, j'ai connu à la fois mes parents et mes grands-parents, mais j'ai pas Mhm. vu, oui, et des cousins également, mais j'ai pas vu de quelqu'un qui a eu ce même problème. Par exemple, pour le bégaiement, oui, il y en a dans la famille, mais pour l'apnée du Ouais. sommeil, moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, et que, et que ce qui me tracasse aussi, c'est l'apparition tardive. Excusez-moi, c'est quoi, c'est là? Bah, c'est l'apparition tardive de l'apnée du sommeil, Ah, ok. également qui est Oui, alors très, ça, franchement, bon, Mhm. moi je vous conseille aussi de décoder au niveau psychogénéalogie, c'est-à-dire si dans votre famille vous faites un arbre généalogique avec les dates de naissance et de mort de toute votre famille que vous connaissez, côté maternel et paternel, vous mettez la date de naissance et de mort et vous mettez la cause de la mort de ces personnes-là, ou s'il y avait des traits particuliers de personnalité de ces personnes-là. Et déjà, ça permet assez vite de se rendre compte s'il y a des récurrences au niveau de certaines dates et des récurrences au niveau des maladies. Moi, j'avais fait un peu de psychanalyse et la psychanalyste m'avait dit de faire un tableau avec tous les événements importants de ma vie, l'âge, l'année où ça s'est passé, l'âge que j'avais, l'événement, comment j'avais vécu émotionnellement, les conséquences, etc., etc. Elle m'a dit, avec ce tableau de votre vie et avec l'arbre généalogique de la famille, en mettant les causes, vous gagnez 10 ans de psychanalyse. Parce qu'en fait, on a une vision d'ensemble de choses qu'on pourrait ne jamais voir en réalité. ok. Je pense que ça va Euh, être un peu compliqué pour l'arbre Mhm. généalogique, vu que je suis à l'étranger et ils sont dans un autre pays. Ouais. d'accord. Euh, Bon, ça peut passer par Internet ou autre, hein. Je veux dire, si vous envoyez des questions par téléphone ou par Internet, les gens ils peuvent retrouver. euh, Enfin, Bah oui, peut-être peut-être pas. que c'est la solution. Bon, je vais essayer en tout cas. Oui, bon, après, bon, moi, je vous donne plein d'indications qui, moi, m'ont vraiment beaucoup aidé, quoi. Il y a des choses qui sont sorties incroyables. Et puis après, il y a les constellations familiales. Ça, c'est assez extraordinaire. Les constellations familiales, c'est un petit groupe de personnes qui Mhm. cherchent à résoudre des scénarios familiaux et on s'aperçoit que souvent un problème récurrent vient de scénarios familiales et ça peut vraiment les résoudre. Les constellations familiales. C'est assez extraordinaire, ça, hein. Vous pouvez chercher aussi comme la psychogénéalogie. C'est des choses assez troublantes. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Je pense que ce que je vais faire sur le court terme, c'est d'essayer avec la méditation ou le yoga Mhm. à côté. Ensuite, je vais essayer sur le moyen terme avec ces solutions-là. D'accord. Mais vraiment, parce que la méditation et le yoga, c'est une position, c'est des positions, hein, mais ça doit vraiment passer par le souffle, c'est-à-dire par l'amour du souffle, par le fait de respirer consciemment avec amour, de sentir le souffle dans le corps, et puis de Ouais. pratiquer cet art de l'écoute profonde et lointaine, d'écouter les choses le plus loin possible. Et là, il y a des choses qui vont se déclencher, hein. Mais je vous conseille aussi vraiment de faire un travail de psychologie pour comprendre le scénario personnel et familial. Ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et c'est très complémentaire. Parce que vous savez,
dans le domaine de la religion ou même de la spiritualité, quand les gourous ou quand les gens ne font pas un véritable travail psychologique, souvent, ben, ça donne des personnes très doubles qui vont qui vont rêver des énergies. Mais s'ils n'ont pas purifié leur esprit, ça peut donner des personnalités toujours aussi avides ou proches de leurs instincts, etc. Hein. C'est pas ce que je crains pour vous, mais ce que je veux dire simplement, c'est que moi, il me semble qu'il faut travailler sur les deux axes. Travailler à la fois sur la mémoire, sur la psychologie et sur le corps et Ouais. le souffle. Voilà. Et sur l'art de l'écoute. C'est vraiment. Mhm. Ben, voilà, ok, d'accord. Bon, tous ces conseils me paraissent utiles et Ouais, et je vais les exploiter dans le temps, petit à petit, en commençant par la méditation. ouais, Ah ouais. oui, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Je vais vous mettre le petit fichier là, le petit fichier. Hop, c'est où? Avec les 10 points, moi, qui m'ont beaucoup aidé à progresser par rapport au bégaiement. Ouais. Euh, hop, le PDF, plan bégaiement, courrier, voilà, hop, je l'ai mis là. Et puis il y a aussi, mais ça, je crois qu'on avait déjà fait un zoom ensemble, Abdou, non? Euh, ensemble, quand? Aujourd'hui, plutôt avant? Oui, il me semble, il y a 2 mois avec Loni, là où on était pas mal, une bonne dizaine. C'était il y a 2 mois, je crois que tu étais là, Henri aussi, hein. Oui, oui, j'étais là, ouais. Voilà, et il me semblait que tu étais là. Mais bon, en tout cas, je vais te mettre le lien pour le bégaiement, là, une vidéo que j'avais faite. Mhm. Ah, bégaiement sur ma chaîne YouTube. Ah, vidéo, hop. D'ailleurs, c'est marrant, hein, je regardais un petit peu les personnes qui ont bégayé au XXe siècle, et il y a quand même des personnes super connues qui ont joué un grand rôle, hein. Il y a eu le cas de Churchill, évidemment. Celui-là, il est assez connu, Churchill. Bonsoir. Alors. Et puis, qui y avait dans les... Hop là, je mets le lien, voilà, de la vidéo. Voilà, la vidéo YouTube. Moïse, bon, Churchill, une nana, là, Chanteuse australienne, Meg euh, Washington. alors non, je Megan pensais pas à Washington, elle. tu connais pas? Elle s'appelle comment, tu dis? Megan Washington, elle a une vidéo YouTube qui fait 13 minutes où elle explique son bégaiement devant le Symphony Opera, donc devant 10 000 personnes, 20 personnes, ce qu'est son bégaiement. C'est assez touchant. Puis après, elle se va au piano et à l'endroit et bon, elle pleure. C'est Hmm, Megan Washington, YouTube. super, Voilà, super. Washington, la ville, et Megan, ben, comme la voiture sans le. Ouais, ok. Ouais, ouais. Euh, C'était qui? J'avais copié ça là. Enfin, bref. Le- Il y a Ed Sheeran aussi. Ed Sheeran, Joe Biden, le président Doctolib. Enfin bon, t'as la fait toi. Hein. T'as Bayrou, notre ancien Premier ministre. Hein, Oui, 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 Bérou, je le savais, ouais. Ouais, Bérou, je le savais. Euh, une chanteuse, enfin, qui a joué aussi un rôle quelque part au niveau politique ou social. Il me semble que c'était une chanteuse, mais je ne me rappelle pas exactement. Euh, je vais regarder ça. Mais voilà. Euh, Ed Sheeran, c'est surprenant, quoi. Ed Sheeran, parce que bon, moi, je ne savais pas du tout, quoi. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ouais, Ed Sheeran aussi, Joe Biden. Mhm. Oui, oui. Bon, après, voilà. Ouais, ouais, ouais. Je voulais regarder parce que je, je m'étais dit, mais c'est marrant comme ça, le XXe siècle qui a vu sortir des personnes qui ont un peu changé l'histoire. Euh, voilà, j'y arrive. Alors, il y avait Mishima, hein, voilà, et c'est Marilyn Monroe apparemment. Oui, Ok. Marie Monroe s'est bégayée, ouais. Et Mhm. Mishima, un écrivain japonais, il y a un film qui s'appelle Le Pavillon d'or, où on voit son bégaiement, hein. Après, c'est sorti.
Et Bruce Willis, apparemment, ça je savais pas. Et Emily Blunt, une très belle actrice britannique. Voilà. Bah écoutez, je sais pas, est-ce que Ouais, bon, c'est bon. c'est bon? Est-ce qu'il y a encore des Ouais. questions? Kino, il y a, alors je sais pas, il y a quelque chose à dire ou non, c'est bon? Ok. Eh ben écoutez, en tout cas, moi c'est sympa de m'avoir permis de m'exprimer sur ça. Je vais envoyer l'enregistrement, hein. Il y aura un résumé par l'IA. En général, je me sers pas de l'IA. Mais là, comme c'est assez long et j'ai beaucoup de choses à faire, exceptionnellement, je me sers de l'IA, mais voilà, je considère que c'est dangereux. Mais je vais un petit peu insister encore là, hein, par rapport à un truc. Enfin, on en avait parlé avec Henri, donc on va pas revenir hein, sur. Toi, tu as entièrement raison de ne pas vouloir remettre en question un peu cette marche en avant des neurosciences et tout, hein. On va pas revenir sur ça, mais moi, je voulais en parler aux autres personnes parce que je ne sais pas si je vais retrouver ça. euh, Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une marche en avant d'un totalitarisme scientifique et matérialiste. Il faut s'en méfier parce que justement, quand on est bègue, enfin moi, personnellement, pour parler pour moi, euh, c'était quand même vachement lié à une autorité qui m'écrasait. Et, euh, et aujourd'hui, il y a cette autorité qui revient de façon assez vicieuse, je dirais, par la science, par des gens qui veulent pas être remis en question. Voilà, avec tout ce qui s'est passé dans le mécanisme d'enfermement du Covid, du masque qu'on a mis sur les bouches, comme ça, de la censure, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et on revit des choses qui sont du domaine de la castration, des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Voilà, faut faire attention à ça, quoi. Faut faire attention à ça. C'est vrai. Je sais plus, voilà, je suis en train de chercher le courrier que j'avais envoyé, bégaiement neurosciences, pour vous le remettre dans le Zoom, là. Parce que derrière, il y a aussi de gros marchés économiques, et il faut faire gaffe à ça. Conférence en ligne. Voilà, je disais ça. euh, et puis après, pendant le Zoom qui a eu lieu, c'était fin octobre, hein, ou mi-octobre. Hop, voilà, je le mets dans le Zoom. Hop, partons dans le. Alors, c'est un peu trop long. Hop, j'enlève ça. P. Hop, c'est encore un peu trop long. Je recolle, coller. Voilà, hop. Voilà, j'envoie un premier courrier. P. Deuxième courrier. Coller. Troisième courrier. Ah, il est encore trop long. Et le dernier. Voilà. Et donc, ce que je disais là, j'avais répondu à l'organisateur. Mhm. Je leur disais sincèrement. Je vois avec beaucoup de méfiance la mainmise des neurosciences sur les troubles de la parole comme du reste. Le cerveau est dans l'immense majorité des cas seulement l'aboutissement des troubles qui prennent forcément à un certain moment une forme neuronale. Mais ce cerveau est plastique et évolutif, tout comme la fatalité génétique est une illusion corrigée par des habitudes de vie, des émotions, des activités, une alimentation saine. Je me suis guéri du bégaiement par la rééducation, la méditation, la psychanalyse, un régime alimentaire porteur de bien-être et avec un minimum de toxines, l'art de l'écoute consciente. Lors du colloque Parole bégaiement à Paris en 2023, j'ai constaté que l'aspect psychanalytique était absent. Je peux être moi-même très critique sur ce qui est devenu parfois une religion freudienne ou lacanienne, mais il y a d'innombrables thérapies
qui ont fait leurs preuves depuis longtemps et les patients sont les mieux placés pour en parler et ces thérapies-là sont absentes au congrès par le bégaiement. On est ainsi passé d'une vision unilatérale, freudo-marxiste, Freud et Marx, tout vient de la société, tout vient de la famille, à une autre qui est totalement scientifique. Et aujourd'hui, la psychanalyse est pourchassée par les matérialistes. Déjà que la psychanalyse était assez matérialiste. Et derrière ça, il y a des marchés financiers à décrocher et une vision de l'homme à promouvoir. Et c'était aussi politique ou idéologique. Les personnes atteintes du bégaiement méritent toute l'ouverture du débat et l'éventail des solutions. Voilà, hein, c'est ce que j'ai mis dans le Zoom. Ok, eh ben, moi aussi, hein, je vais devoir vous quitter du coup. Vous avez mon mail, hein, n'hésitez pas à écrire et c'est sympa. Ouais, Et ouais. voilà. Par contre, pour les bouquins que tu as proposés, la plupart, je les ai. Ah oui, c'est Par vrai. contre, j'ai lu le bouquin de Laurent Lagarde, Goodbye Bégaiement. Je le conseille à Abdou, à Adam. C'est un bouquin dans lequel, enfin bon, je conseille. Tu vois, je cherchais un bouquin moi, pour les jeunes adultes, pour les ados. Il y avait rien qui me convenait, quoi. Et là, le bouquin de Laurent Lagarde, Goodbye Bégaiement, à mon avis, c'est un petit peu la Bible, quoi. Le mec, il parle à cœur ouvert, il exprime très Super. simplement ce qu'est sa vie. Et puis bon, il faut savoir que ce garçon, il a quand même traduit un ouvrage américain de 28 thérapeutes américains. Il faut savoir que les thérapeutes américains sur le bégaiement sont des personnes qui bégaient. Donc bon, ces 28 thérapeutes donnent un petit peu ils font un petit peu comme nous, ils essayent d'aider leur père, quoi. Il a traduit aussi un bouquin pour enfants entre 6 et 11 ans, que je trouve excellent. Et puis, fort de son expérience de traducteur et puis d'écrire son blog sur son bouquin, maintenant il écrit des romans. Il en a écrit deux que j'ai bien aimés, et le troisième sort au mois de février. Voilà, donc moi pour les jeunes, maintenant j'ai mon livre, quoi, Goodbye Bégaiement. D'ailleurs, j'ai rencontré un ado il y a pas longtemps, je lui ai donné, parce que moi j'estime que la culture ne doit pas se vendre, doit se donner. Bon, surtout à mon niveau, je peux donner un livret, je vais pas donner une voiture aux gens qui sont embêtés, mais donner un bouquin, je peux. Et j'ai rencontré cet ado de 16 ans et je lui ai marqué un petit mot de la part d'Henri, voilà. Et je pense que c'est l'outil. Donc, voilà, c'est à tous les ados, les jeunes adultes qui bégayent, voilà, c'est un bouquin qu'il faut lire, il coûte pas très cher. Malheureusement, on le trouve que sur Amazon. Donc, à chaque fois qu'on commande un bouquin, on donne un demi-litre d'oxygène liquide à Jeff Bezos, mais ça, tant pis, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, voilà, les Hmm. jeunes, c'est ça. Écoutez-moi. C'est Goodbye Bégaiement ou Bye Bye Bégaiement? Bye bye bégaiement. Goodbye, Ah, non, goodbye bégaiement. Goodbye, Goodbye parce que j'ai bégaiement. entendu parler de Bye Bye Bégaiement aussi. C'est la même chose? Non, mais c'est peut-être bye bye bégaiement. Tu sais, moi, je 63 D'accord. ans, la mémoire, elle faillit un petit peu, quoi. Non, non, je Bah, crois que c'est, enfin, peu importe. Laurent Lagarde, Amazon, d'accord. et puis vous avez juste, quoi. Voilà. Ah, ok, parce qu'il y a une association qui s'appelle Bye Bye Bégaiement aussi, Marilène Cimetière. Ah oui, voilà. Oui, 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 non, mais elle c'est du marketing, elle. Je connais, elle, c'est du marketing. Elle vend des thérapies. Tu donnes 500 euros et tu fais deux visios. Ou un truc comme ça, quoi. Enfin, bon. Oui, alors, ouais, effectivement, je la sens pas trop. Effectivement, il y a Ben, un peu. c'est Bon, bref. Mais c'est du si ça marketing, marche, hein. si ça marche très bien. Bon. Ouais, bon, c'est du marketing. Enfin, pour moi, moi, ça me dérange, ces Oui, 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 approches-là. je trouve ça Quand tu, dommage. Hmm. quand tu veux aider, tu aides généreusement. Si tu aides en disant ça fait 500 euros, est-ce que tu aides pour les 500 euros? Est-ce que tu aides parce que tu as envie d'aider? Je pose pas la question. Après, c'était peut-être tellement dégoûté d'avoir payé ça que tu bégayais plus jamais, quoi. Peut-être, on va dire ça, C'est un peu ce que faisait Lacan, tu sais. En fait, il faisait payer on va tellement dire cher que les gens disent, putain, je vais arrêter de m'humilier en allant voir ce mec. on va Je vais me dire sortir de ces problèmes. on va dire ça, ouais. Allez, c'est ça la solution de Bon. Mademoiselle Cimotière. Bon. En tout cas, on est enregistré, donc on va pas dire du mal. On va dire que c'est quelque chose qui marche sûrement très bien. Et Oui, voilà. voilà, bon. Ok. Bon. Bon, ça me dérange pas d'en dire du mal, j'aime pas. Donc, je dis du mal. Bon. Moi, j'ai du bien des gens que j'aime pas, les gens que j'aime pas, les gens que j'aime bien, ben, je dis aussi. Donc, bon, voilà. La franchise méridionale. Voilà. Enregistré ou pas enregistré, c'est pareil. Très bien. Ok. Voilà. On s'arrête Bonne là, soirée à du tout le coup? monde. Ouais. Merci beaucoup. Ah, Et allez, bonne ben, soirée, au revoir.
s'il y a quelqu'un qui veut proposer un truc, bon, hein, voilà, allez, on va balle. Bonne soirée, Ça va. merci. Allez, Au au revoir. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'arrête l'enregistrement. Ouais.